Paris, 3 heures du matin. Alors que la ville lumière dort tout en haut d'un hôtel particulier de l'avenue Montaigne, Étienne de Vaugirard regarde ses propres mains et comprend que l'or accumulé durant des décennies ne peut acheter ce qu'il désire le plus à cet instant. L'oubli. Étienne avait tout, le respect de l'élite française, une fortune incalculable et la prudence d'un homme qui a survécu à des décennies passées au sommet. Mais à 55 ans, un homme veuf et solitaire n'est qu'un château de cartes, attendant la moindre brise pour s'effondrer. Et cette brise avait un regard impénétrable et un nom qu'il n'aurait jamais dû apprendre à prononcer. Ce qui avait commencé comme une rencontre fortuite sous la pluie parisienne s'est transformé en une erreur que ni la justice ni le temps n'ont jamais réussi à effacer, et que l'histoire n'osera pas oublier. Préparez-vous. Ceci n'est pas une histoire d'amour. C'est le récit de l'instant précis où un homme puissant comprend qu'il a déjà tout perdu et qu'il continue malgré tout. En France, on dit que le temps ne passe pas, il mûrit. Comme les grands vins qu'Étienne de Vaugirard conservait dans ses caves souterraines en Provence. Mais pour Étienne, le temps s'était figé. À 55 ans, il incarnait la définition même du succès européen. Propriétaire d'un empire s'étendant des vignobles de Saint-Émilion aux hôtels 5 étoiles de la Côte d'Azur. Aux yeux du monde, Étienne était inaccessible. Un homme de marbre. Mais le marbre, aussi solide soit-il, est froid. Et le froid finit toujours par fissurer les structures les plus résistantes. Depuis la mort de son épouse, Catherine, la vie d'Étienne n'était plus qu'une succession de rituels vides. Il se levait à 5h30, lisait le Figaro, surveillait les marchés de Londres et de New York et dînait seul à une table en chêne capable d'accueillir 20 convives. L'histoire d'Étienne n'est pas une histoire d'argent, c'est une histoire de vide. Un milliardaire veuf ne craint pas la faillite financière, il redoute la faillite de l'âme. Il vivait dans un hôtel particulier du 16e arrondissement de Paris, un quartier où le silence est le plus ostentatoire des signes de richesse. Mais le silence est dangereux. Il vous oblige à écouter des pensées qui devraient rester enfouies. Étienne croyait être à l'abri, protégé par la forteresse de ses habitudes. Il pensait que son âge et son expérience étaient des boucliers infranchissables. Il se trompait. La tragédie commence rarement par un crime. Elle commence par un choix. Et le choix d'Étienne débuta un mardi d'automne, lorsque la pluie parisienne lavait les statues de la place de la Concorde. Il n'avait pas besoin de s'arrêter. Il n'avait pas besoin de baisser la vitre. Mais à cet instant précis, quelque chose dans le destin conspira pour que l'homme le plus prudent de France commette sa première erreur. À 23 ans, elle était là, trempée par la pluie, serrant contre elle une chemise de dessin avec le regard de quelqu'un qui n'appartenait pas à ce monde, mais qui s'apprêtait à le dominer. Chloé n'est pas seulement montée dans la voiture d'Étienne. Elle est entrée dans un système de sécurité qui avait mis 40 ans à être bâti et l'a démantelé en 40 secondes. Chloé était une contradiction vivante. Elle parlait avec l'assurance d'une femme de 30 ans, mais souriait avec l'innocence d'une enfant. Durant les 20 premières minutes de conversation, tandis qu'Étienne la conduisait vers un café du quartier latin, elle ne demanda ni argent, ni aide. Elle demanda de l'attention. Pour un homme qui passait des mois sans une seule conversation, qui ne tourne pas autour des profits et des dividendes, la fraîcheur de Chloé était enivrante. Elle parlait d'art, de la manière dont le ciel de Paris changeait de couleur après les tempêtes et de ce sentiment d'être minuscule face à l'immensité de l'histoire française. Étienne, maître de la négociation, commit alors l'erreur la plus classique. Il sous-estima la jeunesse. Il vit en Chloé un projet, quelqu'un à protéger, quelqu'un à guider. Ce qu'il ne comprit pas, c'est que dans les relations de pouvoir, celui qui se place en protecteur est souvent celui qui baisse sa garde. Dans les jours qui suivirent, le café devint un déjeuner. Le déjeuner devint une invitation à visiter la galerie privée de la demeure Vaugirard. La présence de Chloé commença à combler les vides laissés par Catherine. Là où régnait le silence, il y avait désormais des rires et des discussions sur Renoir et Monet. Mais dans l'ombre de ce nouveau bonheur, les premiers signes du chaos commencèrent à émerger. Les employés de la maison, entraînés à être invisibles, remarquaient ce qu'Étienne refusait de voir. Les questions de Chloé étaient trop subtiles. Son regard s'attardait trop longtemps sur des lieux où la curiosité n'avait rien d'innocent, et sur les registres de sécurité. À mesure que nous nous rapprochons du cœur de cette histoire,
une question s'impose. Jusqu'où un homme est-il prêt à aller pour ne pas redevenir seul? La réponse d'Étienne de Vaugirard lui coûterait plus que sa fortune. Elle lui coûterait son âme. L'infiltration totale eut lieu en hiver. Le froid mordant de Paris servit de prétexte pour que Chloé s'installe définitivement dans la demeure. Elle n'était plus une invitée. Elle était devenue le centre de gravité de la maison. Étienne lui confia quelque chose que personne ne possédait depuis des décennies. Le code d'accès de l'aile est où se trouvaient ses bureaux privés et les archives de la Vaugirard Holdings. Il se justifia intérieurement en se disant qu'elle l'aiderait à cataloguer sa collection de vins rares, estimée à plusieurs millions d'euros. C'est ici que le scénario de la vie d'Étienne entre en territoire dangereux. Selon toutes les règles de sécurité, ce que Chloé mettait en place n'était pas une simple quête d'héritage, mais une déstructuration progressive de son identité. Elle commença à isoler Étienne de ses rares amis et de ses conseillers financiers de longue date. « Ils ne veulent que ton argent, Étienne, » murmurait-elle en massant ses épaules fatiguées. « Ils te voient comme une banque, pas comme l'homme brillant que tu es. » Lentement, les défenses de l'Empire s'effondrèrent. Des avocats qui servèrent la famille depuis 30 ans furent congédiés sous de fausses accusations de mauvaise gestion, toutes prouvées par des documents que Chloé retrouvait toujours opportunément. Le chaos restait silencieux, comme une fuite de gaz dans une demeure luxueuse. Personne ne sent l'odeur jusqu'au moment où quelqu'un craque une allumette. Une nuit de décembre, Étienne se réveilla et ne la trouva pas à ses côtés. Il traversa le couloir glacé, pieds nus, et aperçut une lumière provenant de son bureau privé. Par l'entrebâillement de la porte, il vit Chloé. Elle ne cataloguait pas des bouteilles de vin. Elle était au téléphone, parlant d'une voix qu'il n'avait jamais entendue. Une voix froide, technique, dépourvue de toute douceur. « Il est totalement dépendant », dit-elle dans un français parfait, avec une froideur d'acier. L'accès aux comptes qui n'apparaissent jamais dans les bilans publics sera libéré lors du prochain transfert. Le vieil homme ne soupçonne rien. Le deuil l'a rendu aveugle. Le cœur d'Étienne, le moteur qui avait propulsé l'une des plus grandes fortunes de France, s'arrêta pendant une seconde. Là, dans le silence de l'aube parisienne, il comprit que la jeune femme qu'il aimait n'était pas celle qu'elle prétendait être. Elle faisait partie de quelque chose de bien plus vaste et bien plus froid qu'il n'était capable de concevoir. Mais il commit alors sa deuxième erreur fatale. Au lieu de la confronter ou d'appeler la police, il retourna dans la chambre, en silence. Il avait peur. Non pas de perdre son argent, mais d'admettre que sa faiblesse l'avait détruit avant même que le premier coup ne soit porté. Plongeons maintenant dans l'instant précis où le masque tombe et où le destin d'Étienne est scellé. À partir d'ici, le récit entre dans sa phase la plus tendue, là où la psychologie devient une arme de destruction massive. La peur est une maladie silencieuse qui ronge le bon sens. Étienne de Vaugirard, l'homme qui avait négocié avec des gouvernements et surmonté des crises mondiales, était paralysé. Pourquoi ne l'avait-il pas mis à la porte cette nuit-là? Pourquoi n'avait-il pas appelé les agents de sécurité de la Vaugirard Holdings? La réponse est cruelle. À 55 ans, l'orgueil peut être plus fort que l'instinct de survie. Admettre que Chloé était une imposture revenait à admettre qu'il avait été un vieil homme naïf. Et pour un homme de la trempe d'Étienne, le ridicule était pire que la mort. Dans les jours qui suivirent cette découverte dans le bureau, l'atmosphère de la demeure changea. La douceur de Chloé avait désormais le goût d'un poison distillé avec précision. Étienne l'observait durant les dîners, essayant de retrouver, dans les traits de cette jeune femme de 23 ans, le monstre qu'il avait entendu au téléphone. Elle, percevant sa distance, comprit que le moment était venu d'accélérer le plan. Le point de rupture survint lors d'un week-end dans la propriété de Bordeaux. Au milieu des vignobles recouverts de givre, Chloé présenta à Étienne un nouveau dossier de documents. « Pour assurer notre avenir, mon amour », dit-elle avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Il s'agissait de papiers de transfert d'actifs vers une fondation culturelle basée au Luxembourg. Une fondation qui, sur le papier, promouvait l'art, mais qui, en réalité, était un trou noir financier contrôlé par des prête-noms. C'est là, sous la lumière pâle de l'hiver français, qu'Étienne parla enfin. Il ne cria pas. Il dit simplement « J'ai entendu ton appel, Chloé. Je sais qui tu es. » Le silence qui suivit ne fut pas un silence de culpabilité. Ce fut un silence de calcul. Chloé ne pleura pas. Elle ne supplia pas. Elle ne tenta même pas de nier. Elle s'assit calmement,
croisa les jambes et changea de posture. En une seconde, la muse inspiratrice disparut, laissant place à la femme qui allait devenir son pire cauchemar. « Je pensais que le deuil avait aussi emporté ton attention », dit-elle d'une voix totalement dépourvue d'émotion. « Cela simplifie les choses. Tu sais désormais qui je suis, mais tu n'as aucune idée de ce que j'ai contre toi. » Chloé ne voulait pas seulement l'argent. Elle voulait l'anéantissement de la réputation d'Étienne. Elle ouvrit sa sacoche et étala sur la table en acajou une série de photographies et de transcriptions de conversations. Étienne pâlit. Ce n'était pas de simples secrets financiers. C'étaient des traces de transactions obscures que l'entreprise d'Étienne avait effectuées des décennies plus tôt, peu après la mort de son épouse Catherine, des décisions prises dans un moment de désespoir, frôlant l'illégalité internationale. « Si vous me dénoncez, si vous me chassez, murmura Chloé, ces documents arrivent au Le Monde et à Interpol en 5 minutes. Vous passerez le reste de vos jours dans une cellule de la santé, en regardant votre empire être démantelé centime par centime. Votre épouse défunte deviendra le visage de la plus grande honte de l'histoire de la France. » L'erreur d'Étienne ne fut pas seulement de tomber amoureux, son erreur fut d'avoir cru que certains secrets étaient enterrés à jamais, sans comprendre que le passé trouve toujours un moyen de revenir, surtout lorsqu'il porte le visage d'un ange de 23 ans. L'erreur qui ne peut pas être effacée. Dans un accès de fureur et de désespoir, en tentant d'arracher les documents des mains de Chloé, un accident se produisit. Il n'y eut aucun plan, aucune préméditation, aucune malveillance initiale, seulement une poussée, un tapis de soie glissant sur le marbre, et le bruit sourd d'un impact qui allait tout changer. Chloé tomba. Sa tête heurta l'angle de la cheminée en marbre avec une violence muette. Le chaos commença véritablement à cet instant. Le milliardaire regarda la jeune femme étendue au sol. Elle ne bougeait plus. Le sang commença à tacher le marbre blanc de Bordeaux, le même marbre qu'il avait choisi avec tant de soin des années auparavant. À cet instant précis, Étienne comprit le piège ultime de la vie. S'il appelait la police, il avouerait l'accident, mais les documents de Chloé finiraient malgré tout par être découverts. Il perdrait tout. S'il cachait ce qui s'était passé, il deviendrait un monstre pour toujours. Il choisit l'obscurité. Il choisit de tenter d'effacer l'erreur. Et c'est précisément en essayant de l'effacer qu'il la rendit éternelle. Que se passe-t-il lorsque l'homme le plus puissant d'une pièce devient soudain le plus vulnérable? Étienne n'était pas un assassin. Il était un stratège. Mais les stratégies s'effondrent lorsque les mains tremblent. Cette nuit-là, à Bordeaux, l'Empire Vaugirard cessa d'être une holding financière pour devenir une façade de peur. Étienne passa des heures à nettoyer le marbre. Il utilisa les produits les plus coûteux, les chiffons les plus délicats. Mais pour lui, le rouge ne disparaissait jamais. C'est ce que les psychologues appellent la tache indélébile, la sensation que le crime a modifié la structure même du monde qui vous entoure. La disparition de Chloé ne fut pas remarquée immédiatement. Elle était une errante, une femme sans attache profonde. Mais Étienne oublia un détail fondamental de l'ère numérique. Personne n'est réellement invisible. Chloé faisait partie d'un réseau. Elle n'agissait pas seule. 2 semaines plus tard, le chaos silencieux devint assourdissant. Une unité spéciale de la police française ne frappa pas à la porte armes au poing. Ils vinrent avec des questions. Un inspecteur nommé Marc Laurent, un homme qui sentait le café bon marché et les cigarettes gauloises, s'assit dans la même pièce où Chloé était tombée. « Monsieur Vaugirard », dit Laurent en observant les nouveaux tapis. « La demoiselle Chloé n'a plus accès à ses réseaux sociaux depuis 15 jours. La dernière localisation de son téléphone correspond à cette adresse. Auriez-vous une idée de l'endroit où votre protégé pourrait se trouver ?» Étienne mentit. Il mentit avec l'aisance de celui qui avait passé sa vie à dissimuler des profits au fisc. Mais mentir à un inspecteur des homicides n'est pas la même chose que mentir à un auditeur financier. Laurent n'écoutait pas seulement ce qu'Étienne disait. Il observait la sueur qui perlait à la tempe du milliardaire. La chute de l'Empire commença par les marges. Les actionnaires, sentant l'odeur du scandale, commencèrent à vendre leurs parts. La valeur de Vaugirard Holdings chuta de 15% en une seule matinée. L'homme qui, hier encore, était invité au palais de l'Élysée ne recevait plus aucun retour d'appel. En France, le prestige est une monnaie plus précieuse que l'euro, et celle d'Étienne était en train de perdre toute valeur. À 23 ans, elle franchit la porte de son monde. Aujourd'hui, même absente,
Elle était tout ce qu'il restait à l'intérieur. Morte ou disparue, elle était devenue l'unique chose qui existait encore en lui. Étienne commença à avoir des hallucinations. Il entendait le rire de Chloé résonner dans les couloirs de la mansard parisienne. Il apercevait sa silhouette se refléter dans les vitrines de la rue du Faubourg Saint-Honoré. La véritable punition n'était pas physique. Elle était mentale. C'était la paranoïa. Il dépensa des millions en cabinets privés de nettoyage médico-légal, en avocats pénalistes facturant 10 000 € de l'heure et en hackers chargés d'effacer toute trace numérique de Chloé. Mais l'erreur qu'il ne pouvait effacer n'était pas seulement le corps de Chloé. C'était le fait qu'elle avait implanté un cheval de Troie au cœur même du système de l'entreprise. Le 14 mars, exactement 3 mois après l'incident, tous les ordinateurs de Vaugirard Holdings se figèrent simultanément. Sur l'écran de chaque employé, de Paris à Hong Kong, une seule image apparut. Le visage de Chloé, souriant à 23 ans, accompagné de la phrase « Le silence du veuf a un prix ». Ce n'était pas seulement du chantage, c'était un mécanisme de main morte. Chloé avait programmé la divulgation de tous les secrets d'Étienne, les crimes financiers, les comptes dissimulés et les preuves de sa propre négligence au cas où elle resterait sans se connecter pendant plus de 30 jours. Étienne de Vaugirard s'assit dans son fauteuil de cuir. Il vit son monde se désintégrer en temps réel dans les journaux télévisés de LCI. Le milliardaire comprit alors qu'en tentant de sauver son héritage, il l'avait incinéré. La police était en route, pas seulement pour une disparition, mais pour la plus grande fraude financière de la décennie. Au dernier étage d'un hôtel particulier sur l'avenue Montaigne, Étienne n'est plus le propriétaire. La demeure est désormais placée sous séquestre judiciaire. À 23 ans, elle est entrée dans son monde et en est devenue la plus grande faiblesse. Elle n'a pas eu besoin d'armes, seulement de temps et d'une compréhension profonde de la solitude humaine. Aujourd'hui, Étienne de Vaugirard est un nom que les livres d'histoire financière citent comme un avertissement. L'erreur n'était pas la passion. L'erreur n'était même pas l'accident. L'erreur fut de croire que le pouvoir d'un milliardaire est plus fort que la vérité d'une vie détruite. Dans l'ombre d'une cellule à Lyon, Étienne fixe le mur et continue d'y voir le regard de Chloé. Elle a gagné. Elle n'a pas pris l'argent. Mais elle a pris la seule chose qu'Étienne possédait réellement, sa paix. Parfois, la plus grande faiblesse d'un homme n'est pas ce qu'il n'a pas, mais ce qu'il a peur de perdre. Le chaos ne s'arrête jamais là où commence le silence. Abonnez-vous à notre chaîne pour plus d'histoires.